Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2022, le ciel au-dessus de Nova Kakhovka s'est embrasé avec une telle violence que les capteurs du satellite VIIRS de la NASA, en orbite à 800 km d'altitude, ont saturé. Le satellite américain, conçu pour mesurer les incendies de forêt et les éruptions volcaniques, a enregistré une grappe de pixels blancs si dense qu'elle a ressemblé à une explosion nucléaire tactique. Ce n'était pas une bombe atomique. C'était une seule rafale de 6 roquettes tirées par un camion garé à 70 km de là, quelque part dans les champs de tournesol de la rive droite du Dniepr. Le camion s'appelait HIMARS. Et cette nuit-là, le monde entier a compris qu'une nouvelle ère de la guerre venait de commencer. 7 morts du côté russe, selon les chiffres officiels de l'administration d'occupation, 52 selon les Ukrainiens, 70 blessés, un général de division tué dans son quartier général, Artem Nasboulin, chef d'état-major du 22e corps d'armée russe. Le dépôt de munitions, officiellement un entrepôt d'engrais au salpêtre, a projeté des débris sur un rayon de plusieurs kilomètres. Les images satellites prises le lendemain matin montraient un cratère parfait à l'endroit exact où se dressait un bâtiment long de 200 mètres. Parfait, comme dessiné au compas. Cette précision n'était pas de la chance. C'était la signature d'un système que l'armée américaine avait mis presque 30 ans à perfectionner, que le Pentagone gardait jalousement et que Washington avait accepté de livrer à Kiev seulement 6 semaines plus tôt, le 23 juin 2022, après des mois d'hésitation diplomatique. Avant cette mi-juillet, l'expression « guerre de haute intensité » évoquait encore, dans l'imaginaire collectif, les rangées de chars soviétiques traversant la plaine allemande, les salves aveugles d'artillerie de campagne, les milliers d'obus tirés pour écraser un seul kilomètre carré de terrain. C'était la doctrine de la quantité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis Stalingrad et Koursk, l'artillerie russe, puis soviétique, puis russe à nouveau, avait toujours misé sur la masse. Frapper partout, frapper fort, frapper longtemps. Les Katyusha, puis les Grad, puis les Ouragans, puis les Smerch. Une école militaire entière, une philosophie du feu roulant. Nova Kakhovka a mis fin à cette école en une seule nuit. Parce que le HIMARS, lui, ne frappe pas partout. Il frappe à un endroit précis, à la seconde près, avec une marge d'erreur inférieure à 10 mètres, à une distance qui met le lance-roquettes hors de portée de toute contre-batterie adverse. Le camion tire ses 6 roquettes en moins de 20 secondes, replie son bras hydraulique, redémarre son moteur diesel et disparaît dans la forêt avant même que le premier projectile ait touché sa cible. Les artilleurs appellent ça « shoot and scoot », tirer et fuir. Pour les soldats russes en face, cela veut dire une seule chose. Ils ne sauront jamais d'où la prochaine salve viendra, ni à quelle heure, ni sur qui elle tombera. La peur psychologique que cette arme a imposée aux troupes russes pendant l'été 2022 dépasse largement ses effets matériels. Le blogueur militaire russe Igor Girkin, ancien commandant des séparatistes du Donbass, a écrit dans les jours qui ont suivi Nova Kakhovka que l'armée russe subissait de lourdes pertes en hommes et en matériel en moins des une semaine. Le mot « lourde », dans la bouche d'un homme qui avait passé 8 ans à minimiser les revers de Moscou, valait une confession. Mais avant d'entrer dans la guerre, il faut revenir à ce qu'est réellement le HIMARS. Parce que son nom, ces 6 lettres qui font aujourd'hui trembler les commandants russes de la mer Noire à l'Arctique, cache une histoire bien plus ancienne que la guerre d'Ukraine. Le sigle veut dire High Mobility Artillery Rocket System, système d'artillerie par roquette à haute mobilité. Il désigne officiellement le modèle M142, un camion tactique de 24 tonnes à 5 essieux motorisés, fabriqué à Camden dans l'Arkansas par la firme Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Le châssis provient de la série Oshkosh FMTV, le même type de camion que l'armée américaine utilise pour transporter des tentes, des rations alimentaires et des pièces détachées. Rien, à première vue, qui annonce une arme de destruction stratégique. Mais sur la plateforme arrière, à la place d'une caisse de chargement, se trouve une structure qui change tout. Un module lanceur blindé, capable de contenir un seul conteneur à 6 roquettes guidées ou bien une seule roquette balistique géante. Un écran tactile dans la cabine, 2 opérateurs, un système GPS relié aux satellites américains, un ordinateur de tir qui calcule la trajectoire en moins de 3 secondes. C'est tout. Rien de spectaculaire à l'œil. Et pourtant, ce camion apparemment banal
représente l'aboutissement d'un programme que l'armée américaine a lancé en 1996, au sortir de la guerre froide, lorsque les généraux du Pentagone ont compris une chose que leurs homologues européens tardaient encore à admettre. Les guerres du siècle nouveau ne se gagneraient plus par la masse. Elles se gagneraient par la précision mobile, par la capacité à frapper un pont, un dépôt, un poste de commandement, puis à disparaître avant que l'ennemi n'ait le temps de répliquer. Au Pentagone, au début des années 90, un petit groupe de planificateurs de l'état-major de l'armée de terre examinait un rapport classé confidentiel sur les leçons de la guerre du Golfe. Le document posait une question embarrassante. Pendant Tempête du désert, en février 1991, l'artillerie américaine avait tiré plus de 57 000 obus et roquettes en seulement 100 heures de combat terrestre. Résultat, des champs entiers transformés en lunes, des colonnes blindées irakiennes réduites en métal tordu, mais aussi un coût logistique astronomique, des camions de munitions par milliers acheminés depuis les ports saoudiens, et surtout une arme maîtresse, le lance-roquettes chenillé M270, trop lourde pour suivre les unités aéroportées. 25 tonnes. 25 tonnes qu'il fallait hisser dans le ventre d'un avion cargo géant, le C-5 Galaxy, pour franchir un océan. Le général qui lisait le rapport aurait souhaité déployer 3 bataillons de M270 en Somalie en 1992. Impossible. Le C-130 Hercule, avion de transport tactique standard, ne pouvait pas l'emporter. L'Amérique dominait le ciel, mais son artillerie la plus précise restait clouée au sol. Ce constat a donné naissance à une idée simple en apparence et révolutionnaire en pratique. Prendre la technologie du M270, ses missiles guidés, son ordinateur balistique, son système de chargement autonome, et la transplanter sur un châssis à roues 3 fois plus léger. Le résultat devait tenir dans un C-130, être parachutable et conserver exactement la même précision que son grand frère chenillé. En 1993, la firme Loral Vought Systems a présenté publiquement un premier prototype dans un hangar du Texas. L'engin ressemblait à un camion de pompiers avec un bras hydraulique à l'arrière. Personne, sauf une poignée d'ingénieurs et de généraux, n'y a prêté attention. Pendant 3 années, le projet est resté en marge, sans contrat officiel, sans budget majeur, financé par la firme elle-même comme une initiative privée destinée à séduire le Pentagone plus tard. Le plus tard est arrivé en mars 1996, quand le commandement des missiles de l'armée américaine a accordé un contrat de 23 200 000 $ pour la construction de 4 prototypes opérationnels. La firme, entre-temps, avait été absorbée par Lockheed Martin, qui héritait ainsi d'un programme presque mûr sans avoir eu à payer la recherche initiale. Les 4 prototypes ont été livrés au 18e corps aéroporté à Fort Bragg, en Caroline du Nord, en avril 1998. Le 3e bataillon du 27e régiment d'artillerie de campagne les a testés pendant 2 ans, sous toutes les conditions imaginables. Tir sous pluie, sous neige, dans la poussière du désert de Yuma, sur les pentes enneigées de l'Alaska. Le système tenait. En décembre 1999, le commandement de l'aviation et des missiles a signé un nouveau contrat, 65 millions de $ cette fois, pour 6 exemplaires de développement. Puis, en avril 2003, 96 millions de $ pour lancer la production à faible cadence. Le calendrier n'était pas un hasard. L'Amérique venait d'envahir l'Irak 3 semaines plus tôt. Les chars Abrams roulaient vers Bagdad. Et pour la première fois, 3 prototypes de HIMARS ont été précipitamment envoyés sur le théâtre d'opération, avant même leur certification officielle. Les artilleurs américains devaient apprendre à les utiliser en situation réelle, contre des insurgés qui apparaissaient et disparaissaient dans les ruelles de Falloujah et Ramadi. Le système est entré officiellement en service en juin 2005, affecté au 27e régiment d'artillerie de campagne à Fort Bragg. 2 ans plus tard, en juillet 2007, le 2e bataillon du 14e régiment de Marines a débarqué avec ses HIMARS dans la province des Al-Anbar. Là, dans la chaleur étouffante du désert irakien, le camion a fait ses premières preuves sanglantes. Un repère de combattants dans une ferme isolée, une trentaine de kilomètres derrière les lignes, signalé par un drone Predator. 3 minutes plus tard, une roquette guidée par GPS frappait la cour intérieure avec une précision de moins de 5 mètres. Aucun marine n'avait quitté sa base. Aucun convoi terrestre n'avait été exposé aux engins explosifs improvisés
qui tuait déjà des centaines de soldats américains sur les routes de Irak. En février 2010, en Afghanistan cette fois, pendant l'opération Moshtarak dans la province du Helmand, 2 roquettes tirées par un HIMARS de la coalition internationale ont dévié de 300 mètres de leur cible prévue. 12 civils ont été tués, selon les premiers rapports. La Force internationale de sécurité a immédiatement suspendu l'emploi du système. Un second examen, mené semaines plus tard, a révélé que les talibans avaient délibérément regroupé ces civils comme boucliers humains dans la zone visée. Le HIMARS a été réhabilité, reprogrammé et remis en service pour la bataille de Kandahar à l'automne suivant. Pendant 15 ans, de 2005 à 2020, le camion est resté une arme que l'Amérique employait mais ne montrait pas. Les vidéos de tir étaient rares, les statistiques classifiées, les performances réelles connues seulement des initiés. L'Arabie saoudite en a acquis 12 exemplaires en 2010 pour sa guerre au Yémen. Les Émirats arabes unis 20 unités en 2006 avec plus de 500 caissons de munitions. Singapour 18 exemplaires, la Jordanie 12. Aucun de ses clients n'a tiré dans un conflit majeur médiatisé. Le HIMARS vivait dans l'ombre des hangars. Jusqu'au jour où un porte-parole ukrainien a publié une photo floue d'un camion vert olive garé dans un bois quelque part à l'est de Mykolaïv au mois de juin 2022. La photo a fait le tour du monde en 24 heures et une guerre entière a basculé. 28 avril 2022. Dans la salle de crise de la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan posait devant Joe Biden un dossier de 29 pages. Le titre de couverture était sobre. Transfert d'armement à l'Ukraine, phase 2. À la page 14 figurait un tableau avec 3 colonnes. Première colonne, les systèmes demandés par Kiev depuis mars. Deuxième colonne, le risque estimé d'escalade avec Moscou. Troisième colonne, les recommandations du Pentagone. En face du sigle M142, la deuxième colonne affichait un mot rouge souligné 2 fois. Élevé. Pendant 2 mois, le président hésitait. Volodymyr Zelensky l'appelait au téléphone chaque semaine, parfois 2 fois. Chaque conversation commençait par la même requête. Des lance-roquettes à longue portée. Des lance-roquettes capables de frapper les dépôts de munitions russes qui alimentaient la ligne de front du Donbass. Biden répondait invariablement par une formule diplomatique. Nous étudions la question. Pendant que Washington étudiait, la ville de Severodonetsk tombait. Les Russes avançaient de 3 à 5 km par jour. L'artillerie de campagne tirait 80 000 obus par jour sur les positions ukrainiennes. Le 29 mai 2022, Biden publia une tribune dans le New York Times intitulée « Ce que l'Amérique fera et ne fera pas en Ukraine ». Il y écrivit une phrase prudente sur des systèmes de roquettes plus avancés et des munitions. Le lendemain, le Pentagone reçut l'ordre de préparer le transfert. Le 1er juin, le secrétaire adjoint à la Défense pour la politique, Colin Kahl, annonça officiellement l'envoi de 4 lance-roquettes prélevés sur les stocks existants de l'armée américaine, avec une enveloppe de 700 millions de dollars d'aide militaire globale. 4. Pas 40, pas 400. 4 camions pour un front de plus de 1000 km. Kahl ajouta une condition verbale qui ne figurait dans aucun document public. Les Américains ne fourniraient que des roquettes guidées de portée limitée, soit 70 à 80 km, et aucun missile balistique ATACMS capable de frapper à 300 km. Kiev devait s'engager à ne pas utiliser ces armes pour toucher le territoire russe reconnu internationalement. Un papier signé sous la table, sans publication, sans parlement. Le Pentagone avait déjà prépositionné les systèmes en Allemagne et en Pologne quelques jours plus tôt, anticipant la décision présidentielle. L'entraînement ukrainien commença immédiatement sur la base américaine de Grafenwöhr, en Bavière. 3 semaines d'apprentissage intensif pour des artilleurs ukrainiens qui parlaient à peine anglais, encadrés par des instructeurs du 18e corps aéroporté, venus spécialement de Caroline du Nord. On leur apprit à programmer la console tactile, à ordonner la trajectoire, à replier le bras lanceur en 19 secondes chrono. Chaque seconde comptait. Au-delà de 45 secondes sur position de tir, un radar russe de contre-batterie pouvait repérer le signal thermique et déclencher une riposte balistique.
Les premiers camions franchirent la frontière polono-ukrainienne dans la nuit du 22 au 23 juin 2022, masqués sous des bâches, escortés par des véhicules civils pour tromper les satellites russes. Ils rejoignirent les unités ukrainiennes près de Kramatorsk, dans le Donbass oriental, exactement là où l'armée russe concentrait ses dépôts de munitions à moins de 80 km de la ligne de contact. La première frappe eut lieu le 25 juin. Un dépôt de munitions à Izium, dans la région de Kharkiv, disparut en 23 secondes d'image sur les caméras de surveillance récupérées plus tard. Le 2 juillet, un poste de commandement russe à Kadivka dans le Donbass, photographié avant et après par satellite commercial. Le 8 juillet, un pont ferroviaire sur la rivière Donets, coupant en deux la principale ligne d'approvisionnement logistique russe vers la Crimée. En un seul mois, juin 2022, l'armée ukrainienne détruisit 14 dépôts de munitions russes, selon le service russophone de la BBC, qui tenait un décompte quotidien. 14 en 30 jours, avec 8 camions seulement. L'équivalent de 1 tir de précision par camion tous les 4 jours, pour des cibles situées en moyenne à 65 km derrière les lignes. Moscou comprit le problème la deuxième semaine. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, ordonna personnellement la priorité absolue à la destruction des lance-roquettes américains. Des primes furent promises aux équipages de drones qui en repéreraient un. Des missiles de croisière calibre, tirés depuis la mer Noire, furent dirigés à plusieurs reprises vers des positions supposées. Le ministère russe de la Défense publia entre juillet et septembre plus de 50 communiqués affirmant avoir détruit un HIMARS, parfois 2, parfois 3 en une seule semaine. Selon ces chiffres cumulés, l'Ukraine aurait perdu 70 camions avant même d'en avoir reçu 20. La réalité était différente. En janvier 2023, après 7 mois de combats intensifs, un haut fonctionnaire américain déclarait aux journalistes du Washington Post que pas un seul HIMARS ukrainien n'avait été détruit par les Russes. Pas un. Le secret tenait en 3 éléments techniques que les stratèges russes mirent des mois à comprendre. Premier élément, le camion ne restait jamais à découvert. Tiré, replié, disparu sous couvert d'arbres ou dans un hangar civil en moins de 60 secondes. Deuxième élément, les Ukrainiens construisaient de faux lance-roquettes en contreplaqué peint, disposés dans des champs, équipés de radiateurs à bois pour simuler une signature thermique. Les missiles russes les pulvérisaient avec satisfaction. Les vraies unités restaient intouchées. Troisième élément, le renseignement satellitaire américain fournissait aux artilleurs ukrainiens les coordonnées exactes des cibles russes en temps quasi réel, tandis qu'à l'inverse, Moscou dépendait d'une reconnaissance aérienne obsolète, de drones iraniens Shahed à faible résolution et d'agents humains peu fiables. Une arme précise n'était puissante que si les yeux qui la guident voient plus loin que ceux d'en face. Et à l'été 2022, les yeux du Kremlin étaient devenus aveugles. Le 19 juillet 2022, à 12h30, sur le pont routier d'Antonovka qui enjambait le Dniepr à la sortie est de la ville de Kherson occupée, une colonne de camions militaires russes traversait tranquillement l'ouvrage. 1366 mètres de béton armé posés sur 31 piles depuis l'année 1985. 5 secondes plus tard, 6 panaches de fumée noire jaillirent du tablier. Des cratères parfaitement alignés, espacés de 20 mètres chacun, perforaient la chaussée comme une couture mécanique. Le pont restait debout, mais plus un seul blindé ne pouvait le franchir. Ce jour-là, le Kremlin découvrit une évidence géographique que ses planificateurs avaient négligée depuis février. Toute la tête de pont russe à l'ouest du fleuve, 25 000 hommes, des centaines de pièces d'artillerie, des dépôts de carburant et de munitions, dépendait de 2 traversées fluviales. Le pont routier d'Antonovka et le pont-barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka. Rien d'autre. Entre les deux, un fleuve large de 700 mètres, impossible à franchir à gué avec un char de 40 tonnes. Les artilleurs ukrainiens avaient compris la même chose. Pendant les 6 semaines suivantes, ils frappèrent le pont d'Antonovka avec une régularité métronomique. 20 juillet, 27 juillet, 22 août, 26 août. 7 frappes majeures en 40 jours. À chaque fois, les ingénieurs militaires russes colmataient les trous avec des plaques d'acier, déposaient du bitume à la hâte, rouvraient le passage et recevaient une nouvelle salve dans les 24 heures. Pour traverser le fleuve, l'armée russe finit par poser un pont flottant en aval,
puis par organiser des bacs de guerre chargés de chars T-72. Chaque bac mettait 25 minutes à franchir la rive. Avant la guerre, un convoi passait en 3 minutes par le pont. Cette asphyxie logistique eut une conséquence que Vladimir Poutine mit des semaines à admettre. L'offensive ukrainienne dans la région de Kherson, lancée le 29 août 2022, ne fut jamais une bataille des infanteries classiques. Ce fut une guerre des approvisionnements. Les soldats russes sur la rive occidentale manquaient de tout. Obus d'artillerie rationnés à 15 coups par pièce et par jour, carburant livré au compte-gouttes, rations alimentaires de plus en plus maigres. Le 9 novembre 2022, le général Sergueï Sourovikine annonça à la télévision russe le retrait des forces de la rive droite du Dniepr. L'évacuation. Une ville régionale entière abandonnée sans véritable assaut terrestre, uniquement parce que les ponts avaient cessé d'exister comme ponts. 2 mois plus tard, le 31 décembre 2022, à 23h57, dans la ville de Makiivka, à l'est du Donbass, un autre drame se préparait. Dans l'ancien bâtiment du centre professionnel numéro 19, au 48 rue Kremlivska, environ 600 soldats mobilisés, fraîchement arrivés de la région de Samara, s'installaient pour fêter le Nouvel An. La direction militaire russe les avait logés collectivement dans cet édifice, avec un dépôt de munitions dans les caves au-dessous d'eux. Erreur tactique majeure. Le bâtiment était référencé dans les cartes soviétiques depuis des décennies. Ses coordonnées GPS étaient connues à la seconde près. Les soldats allumèrent leur téléphone portable à minuit pour appeler leur famille. Les signaux furent captés en quelques minutes par le renseignement électronique ukrainien. 3 salves de HIMARS furent programmées. À 23h57, première frappe. À 23h59, deuxième. À minuit pile, troisième. 6 roquettes guidées, dont 2 interceptées par la défense antiaérienne selon la version russe. Les 4 restantes frappèrent le toit, traversèrent 3 étages et déclenchèrent l'explosion du dépôt souterrain. Le bâtiment s'effondra en 20 secondes. Le ministère russe de la Défense admit officiellement 89 morts après 2 révisions successives. Kiev annonça 400 morts et 300 blessés. Le service russe de la BBC, enquêtant par nom et acte de décès, documenta 101 morts confirmés et 18 disparus début février. Le blogueur Igor Girkin écrivit sur Telegram une phrase qui devint virale dans les cercles militaires russes. « Nos généraux sont inéducables par principe ». Un autre officiel séparatiste, Danil Betsonov, réclama publiquement la punition des officiers responsables. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la hiérarchie militaire russe fut ouvertement critiquée par ses propres partisans, et le mot HIMARS fut cité dans plus de 3000 publications russophones en 24 heures. Pendant tout l'hiver 2022 et 2023, le schéma se répéta. Un poste de commandement russe à Lozov dans le Donbass, effacé en avril. Un dépôt de carburant à Shakhtarsk en mai. Un centre de formation de mercenaires de la société Wagner à Kadivka en juin 2023. 40 morts selon les séparatistes. La Russie tentait de s'adapter. Les dépôts de munitions furent déplacés à plus de 80 km de la ligne de front, au-delà de la portée des roquettes GMLRS standard. Les postes de commandement furent dispersés en petites unités mobiles. Les concentrations de troupes furent interdites dans les zones exposées. Cette adaptation eut un prix stratégique colossal. En reculant sa logistique à 90 km, l'armée russe allongeait mécaniquement ses lignes de ravitaillement, exposait ses convois de camions aux drones kamikazes ukrainiens et perdait la capacité de concentrer rapidement des forces sur un axe d'attaque. Un système d'armes capable de frapper à 70 km avait repoussé toute une doctrine militaire à plus de 100 km en arrière. Sans tirer un seul missile de croisière, sans bombarder une seule ville russe, juste en rendant certaines zones mortelles. Les capitales européennes prirent note. Et ce qui avait commencé comme une commande modeste de 4 camions à la fin du printemps 2022 se transforma, à l'automne 2023, en une ruée internationale sans précédent depuis la fin de la guerre froide. À Tallinn, au printemps 2025, le ministre estonien de la Défense, Hanno Pevkur, attendait sur le tarmac de la base militaire d'Amari un avion cargo américain. La cargaison à bord valait plus de 200 millions de dollars. 6 camions, identiques au modèle que les Ukrainiens avaient utilisé contre le pont des Antonovka 3 ans plus tôt.
Le contrat avait été signé en décembre 2022, à peine 6 semaines après la chute de Kherson. Estonie, petit pays de l'Europe du Nord avec 7100 soldats d'actifs et à peine 130 km de frontières partagées avec la Russie de Leningrad à Narva, se dotait soudain d'une capacité de frappe à 300 km de profondeur. L'Estonie n'était pas seule. En novembre 2022, le département d'État américain avait approuvé la vente de 8 lance-roquettes à la Lituanie pour 492 millions de dollars. En octobre 2023, la Lettonie demanda officiellement 6 exemplaires, contrat signé en décembre suivant pour 220 millions de dollars. Les 3 États baltes, qui à eux tous comptaient moins de 15 000 soldats d'actifs, allaient ensemble disposer de 20 camions M142 à la mi-2027. Un effectif supérieur à celui de l'armée française dans cette catégorie d'armement. L'onde de choc ne s'arrêta pas aux rives de la Baltique. La Roumanie, premier client européen hors Pologne, avait déjà réceptionné ses 54 exemplaires commandés en 2017 avec une enveloppe plafonnée à 1,5 milliard de dollars. Les Pays-Bas, l'Italie, la Croatie et la Bulgarie entamèrent à leur tour des négociations. En Asie-Pacifique, la ruée fut tout aussi brutale. Taïwan avait commandé 11 unités en 2020. L'Australie passa commande de 20 exemplaires en janvier 2023, livrés en février 2025. Le Japon ouvrit les discussions distraitement à l'été 2023 pour remplacer son artillerie lourde vieillissante. À Camden, petite ville de 10 000 habitants perdue dans les forêts de pins de l'Arkansas, la chaîne d'assemblage de Lockheed Martin ne chômait plus. Au début de 2022, avant l'invasion russe, l'usine produisait 48 lance-roquettes par an. En octobre de la même année, la firme annonça le passage à 60. Un an plus tard, la direction déclara vouloir atteindre 96 unités annuelles. Cet objectif fut tenu avec 2 mois d'avance à l'automne 2025, grâce à un contrat de l'armée américaine de 2,9 milliards de dollars destiné à l'outillage, aux postes de travail supplémentaires et au renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Le 5 novembre 2025, Lockheed Martin livra son 750e exemplaire depuis le démarrage de la production. Une livraison symbolique, célébrée sur le site de Camden par une cérémonie à laquelle assistèrent des attachés militaires de 12 pays alliés. Taïwan, quant à lui, reçut sa première livraison au printemps 2025. En mai, sur le champ de tir de Chiupeng, sur la côte méridionale de l'île, 4 camions M142 tirèrent leur première salve d'essai. Les roquettes traversèrent 32 km de mer de Chine en direction d'une cible flottante placée au large. Toutes les 6 firent mouche. L'amiral Tang Hua, qui commandait les opérations de tir, déclara à la presse locale une phrase qui circula immédiatement dans les analyses des services de renseignement chinois. « Nous avons désormais une arme qui peut atteindre la flotte ennemie avant qu'elle atteigne nos plages. » À Pékin, le commentaire fut reçu comme une provocation. Le journal officiel de l'Armée populaire de libération publia 3 jours plus tard un long article consacré aux limites du système américain. Faiblesse des radars de cible, dépendance aux renseignements satellites extérieurs, vulnérabilité supposée aux brouillages électroniques chinois. Le ton de l'article trahissait pourtant une inquiétude mal dissimulée. Taïwan passait du statut de cible vulnérable à celui d'adversaires capables de frapper en profondeur. Au moment où cette vidéo est publiée, Lockheed Martin prépare déjà l'intégration d'une nouvelle génération de munitions sur la plateforme. La Precision Strike Missile, une roquette balistique GPS capable de franchir 499 km avec une précision de quelques mètres. Les premières livraisons à l'armée américaine ont commencé en 2023. Lorsque cette munition sera exportée à partir de 2026, un camion unique pourra menacer simultanément une base aérienne située à 500 km et un navire de guerre dérivant au large. Un exploit technique que les planificateurs militaires français connaissent désormais par cœur, eux qui ont vu passer à quelques centaines de kilomètres de leur propre frontière orientale le plus grand bouleversement doctrinal depuis l'apparition des premiers missiles de croisière. Alors, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous imaginé qu'un simple camion, construit dans une petite ville de l'Arkansas, pourrait redessiner à ce point la carte militaire de l'Europe et de l'Asie ? Dites-nous en commentaire si la France devrait selon vous commander des HIMARS ou continuer à miser sur son lance-roquette LRU national. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air,
partagez-la avec un passionné d'histoire militaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun prochain épisode consacré aux armes qui ont changé la guerre moderne. La semaine prochaine, nous reviendrons sur un tout autre système qui, lui aussi, fait trembler les états-majors du monde entier.